Aujourd'hui, nous allons étudier le lien étroit entre l'éducation et la démocratie. Le mot éducation vient du latin ex ducere, qui signifie guider, conduire hors. Au sens large, l'éducation correspond à l'initiation d'une personne à un domaine de connaissance, à une activité ou à une discipline particulière. C'est l'action de développer ses connaissances, valeurs morales ou intellectuelles par exemple, par l'intermédiaire de divers outils. Au sens strict, on pense à l'éducation des enfants. Elle repose principalement sur la famille, l'école et la société, et cherche à inculquer à l'enfant un savoir-vivre, des connaissances et une opinion propre qui lui permettront de s'intégrer plus tard au sein de la société. On y trouve souvent l'instruction publique, un système d'éducation géré et financé et organisé par l'État. Il existe également une éducation populaire. C'est une éducation qui vise essentiellement à l'amélioration du système social et à l'épanouissement individuel et collectif en dehors de la sphère privée et institutionnelle. On peut la considérer comme un complément de l'éducation formelle. Elle s'appuie principalement sur la vie associative, militante et sur l'éducation des uns par les autres. Elle reconnaît à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer à tout âge. Elle donne à chacun l'occasion de confronter ses idées, d'apprendre à écouter et à s'exprimer en public, permettant l'amélioration des rapports entre les classes sociales et le goût de vivre ensemble. Elle cherche à politiser le plus grand nombre d'individus, tels que les citoyens ou futurs citoyens, les membres du peuple, et constitue donc une véritable pédagogie de la démocratie. Selon Paulo Freire, personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. On trouve nombre d'outils utilisables à une fin éducative. Le jeu, Internet, les médias, les livres, le cinéma, la musique, le dialogue, l'entourage, l'école, les associations, les langues, les étrangères ou encore les arts. La gratuité ou non de ces outils pose la question de l'hétérogénéité à l'accès des connaissances et donc à l'implication en démocratie. Le terme école signifie étymologiquement loisir et est employé au sujet des écoles philosophiques de l'Antiquité, plus particulièrement celles de la Grèce antique. L'éducation, en tant qu'éducation scolaire, prend son essence dans la démocratie athénienne. En effet, à Athènes, durant l'Antiquité, la cité était dirigée par les citoyens eux-mêmes. En 508 avant Jésus-Christ, Clisthène fonde l'Ecclésia, une assemblée composée de 500 citoyens tirés au sort. Cette assemblée a pour rôle de voter les lois, de gérer la politique extérieure et les dépenses publiques. Les membres de cette assemblée étant responsables du bon fonctionnement de la cité, ils doivent être capables de raisonner, de prendre des décisions, de mesurer les impacts qui en découlent et d'agir pour le bien commun. Une instruction et une éducation publique des citoyens lambda deviennent alors primordiales. Platon fonda ainsi une école de philosophie qu'il appela Académie, et par la suite Aristote fonda sa propre école nommée lycée. Les dramaturges de l'époque, tels Aristophane, se portent eux-mêmes garants d'une école de philosophie. Dans les cavaliers, la nécessité d'un peuple éduqué est mise en évidence par la transformation de Démos. Ces pièces jouées lors des Dionysies avaient un véritable rôle éducatif des spectateurs. L'éducation reste cependant réservée aux citoyens, donc à l'homme majeur né de parents athéniens. En France, c'est avec Charlemagne que les premières écoles dédiées aux enfants voient le jour. L'éducation est alors moins tardive et les jeunes citoyens sont donc aptes à réfléchir d'eux-mêmes plus tôt. À cette époque, l'école est cependant accessible qu'aux garçons, souvent nobles et dirigée par le corps religieux. En effet, que ce soit en France ou dans d'autres pays, l'éducation des jeunes est réalisée par le clergé. On y apprend à lire, à écrire, à compter, mais aussi l'histoire de la religion et sa pratique. Au XVIIe siècle, en Europe, c'est l'apparition des universités, où l'on enseigne les sciences et la philosophie grecque. Chaque grand pas franchi dans l'histoire de l'éducation est souvent associé à un régime démocratique. En effet, on peut relier la création des grandes écoles, comme Polytechnique, à l'instauration du régime démocratique, celle-ci étant créée en 1794, 5 ans après la Révolution française. De même, au cours du XIXe siècle, la plupart des pays occidentaux s'engagent dans l'alphabétisation de la population. Aux États-Unis, dès 1832, l'État du New York instaure l'école élémentaire gratuite et obligatoire.
En France, en 1881, les lois Ferry instituent non pas l'école obligatoire, mais l'instruction gratuite, obligatoire et laïque, que ce soit dans un établissement scolaire ou en famille. La démocratie découle directement de l'éducation du peuple. Ces deux termes sont ainsi étroitement liés. Au cours de l'histoire, la démocratie se forge par la prise de conscience du peuple qui veut réfléchir par lui-même. C'est ici que l'éducation devient primordiale. La volonté d'émancipation nécessite d'une part d'avoir une réflexion propre, mais aussi une compréhension des enjeux engendrés. Le citoyen doit être en mesure d'assumer la responsabilité de la souveraineté. La démocratie implique la vie en communauté, en cohésion avec le reste du peuple. Les comportements nécessaires à cette cohésion ne sont pas innés et doivent s'apprendre. La vie en communauté demande un partage de l'espace commun. Les individus doivent apprendre à vivre en présence d'autres personnes et pas seulement celles de la sphère privée. L'éducation, bien qu'elle commence d'abord avec les parents, et donc dans un environnement restreint, prend tout son sens lorsque l'enfant arrive à l'école maternelle. Jusque-là, l'enfant était le centre d'attention privilégié. Désormais, il est parmi les autres et à un âge où il est constamment à la recherche de sa personnalité. Cet environnement est essentiel à l'apprentissage de la vie en groupe, avec des personnes n'appartenant pas seulement à l'entourage proche. Cette arrivée dans une communauté qui est la salle de classe lui permettra de s'ouvrir et d'échanger avec d'autres enfants, mais aussi avec des adultes. C'est ici qu'on lui enseigne le respect d'autrui, l'entraide et bien d'autres aspects de la réalité essentiels au vivre ensemble. L'école est en première ligne pour inculquer les valeurs que l'État veut donner à ses citoyens. Dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville affirme « L'éducation est devenue, chez la plupart des peuples de nos jours, une affaire nationale. L'État reçoit et souvent prend l'enfant des bras de sa mère pour le confier à ses agents. C'est lui qui se charge d'inspirer à chaque génération des sentiments et de lui fournir des idées. » L'acceptation des autres fait partie de ces valeurs. En effet, dès l'école primaire et davantage au collège, des comportements discriminatoires font surface. Leur corps change et les disparités sociales se font ressentir, entraînant des moqueries, voire du harcèlement. Les mentalités, elles aussi, évoluent et poussent les enfants à se confronter à des opinions divergentes des leurs. Ainsi, à l'école primaire et maternelle, mais aussi au collège et plus tard, les élèves sont amenés à porter une réflexion sur l'estime de soi ainsi que sur l'interdiction des atteintes aux droits fondamentaux des autres. Ils apprennent également à partager les biens communs qui appartiennent donc au groupe et ne sont plus à eux seuls. Cette notion de partage, de prêt, d'échange fait partie des principes de la démocratie. Dans l'Assemblée des femmes, ce principe est cependant poussé à l'extrême avec la mise en commun de tous les biens et du corps de chacun. Au collège, ils sont amenés, via l'éducation civique, à étudier les différentes formes de discrimination, xénophobie, homophobie, antisémitisme, etc., ainsi que leurs conséquences. Enfin, au lycée, l'élève étudie plus profondément les notions constitutives des droits de l'homme. Durant toute cette scolarité, les élèves ont été amenés à échanger entre eux, à exprimer leurs avis et débattre tout en acceptant les points de vue divergents. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, tant qu'il ne nuit pas à la liberté des autres. Les individus qui participent à une vie associative peuvent s'exprimer librement au sein de leur cercle fermé, ou qu'ils s'engagent dans des actes citoyens, développent encore plus d'aptitude à vivre en groupe et accepter les différences. Tout ceci dans le but de former des citoyens qui ne portent pas de jugement discriminatoire de quelque manière que ce soit sur les autres et surtout qui acceptent les autres. Pour agir en démocratie, il faut pouvoir s'exprimer, et ce n'est pas une chose offerte à tout le monde. La honte, ou tout simplement l'incapacité de ne pas savoir donner sens à ses mots, ou d'organiser ses idées de manière argumentative, est un frein pour beaucoup. Ainsi, l'éducation et l'apprentissage de la parole forment à s'exprimer. Dans l'Assemblée des femmes d'Aristophane, la parole se révèle être une arme puissante et respectée. Alors que Praxagora se fait passer pour un homme afin de participer à l'Ecclésia, elle parvient par sa seule capacité oratoire à renverser le régime en place. L'éducation permet de développer les aptitudes des individus et de leur montrer de quoi ils sont capables, de les aider à se développer en leur sein et au sein de la société. Une fois ces capacités développées, l'individu peut certes les utiliser à son profit,
mais également y mettre profit de l'ensemble de la société. L'éducation permet l'apparition de dons individuels qui, en société démocratique, peuvent faire progresser l'ensemble de la communauté. À l'école, l'enseignement civique sert à former l'enfant à s'acquitter de ses activités démocratiques. Son but est de créer un contrôle de soi, d'apprendre ce qui est bon pour soi, mais aussi pour les autres. Il permet de comprendre comment s'investir de façon à contribuer à un ensemble et de créer un intérêt pour le futur citoyenneté. Les devoirs demandés aux citoyens ne doivent pas lui apparaître comme une contrainte ou un fardeau à réaliser, mais plutôt comme une chance qui lui est donnée pour contribuer au bon vivre ensemble. C'est une véritable transmission des valeurs démocratiques. L'éducation a également une part importante en transmettant l'histoire. En effet, elle permet de connaître les expériences passées, les événements bons ou mauvais déclenchés par tel ou tel acte. Ainsi, elles peuvent éviter de répéter les erreurs passées. L'éducation doit se faire tout au long de la vie. En effet, les connaissances à propos de n'importe quelle science ne cessent d'évoluer. La société est constamment en train de s'agrandir et de se complexifier, et les savoirs des humains progressent. Se tenir au courant des actualités et de l'évolution de la société est une manière de s'éduquer soi-même. Cela permet de s'ouvrir au monde, aux différents événements qui ont lieu, et ainsi de vivre avec son temps. Dans le complot contre l'Amérique, Herman Ross enseigne à son fils l'importance de lire et d'écouter les informations. En démocratie, le devoir majeur du citoyen est de se tenir au courant de l'actualité. Et on n'est jamais trop jeune pour se tenir informé des nouvelles du moment. Ce type d'éducation est une habitude qui doit donc commencer dès le plus jeune âge, et notamment grâce aux parents. C'est également une manière de se forger une culture générale, indispensable si on veut pouvoir se créer sa propre opinion. En effet, s'éduquer avec des avis divergents, et pas seulement avec ceux de notre entourage, permet de prendre conscience de ce qui nous correspond le mieux, de ce qui correspond à nos valeurs, et ainsi de pouvoir se détacher de son environnement social si on en ressent le besoin. Dans le complot contre l'Amérique, Philippe et Sandy pensent comme leurs parents au début du roman. Mais lorsque Sandy revient de son séjour chez le fermier, son avis est totalement métamorphosé. De même, l'éducation est une manière de se forger un esprit critique qui permet de se donner son avis sur différents sujets. L'ouverture d'esprit, la capacité à se comparer avec d'autres situations, est une force pour argumenter et débattre dans une démocratie. En forgeant cet esprit critique, le ou la citoyenne devient moins influençable et est donc capable de faire la part des choses. Il devient apte à démêler le vrai du faux, de piocher dans les discours les informations importantes et celles ne visant qu'à embellir les paroles. Dans la pièce Aristophane, Les Cavaliers, Démos se laisse embobiner par les promesses merveilleuses du charcutier et du paphlagonien. On te mène facilement et tu aimes les flatteries qui te dupent. Car elle ne s'intéresse pas à la vie politique et ne l'a jamais étudiée. Mais à la fin, lorsque le charcutier lui ouvre les yeux, en disant « je te promets de te soigner », Démos se rend compte de sa situation et décide de se reprendre en main. Ici, l'éducation est perçue comme un véritable remède. Enfin, sans connaître les droits promis par la démocratie, on ne peut pas les faire valoir. Il est donc essentiel de savoir quels sont les droits et les devoirs d'un citoyen en démocratie pour permettre à chacun de s'y investir comme il se doit. Pour conclure, l'éducation est donc un outil qui cherche à ramener tous les citoyens d'un État sur un pied d'égalité, l'égalité des connaissances. Même si cet idéal d'égalité des connaissances est inatteignable, il permet de réduire de façon drastique les différences causées par les conditions sociales. L'éducation est donc indispensable aussi bien pour comprendre la démocratie que pour s'y investir.